Bénédicte Chéron, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. historienne, spécialiste des relations armée-société et chercheuse partenaire au CIRIS. Alors Emmanuel Macron, encore lui, a présenté ses vœux aux armées. C'était à la mi-journée, ses premiers vœux en tant que président de la République. D'abord, Bénédicte Chéron, quelles sont ses relations avec les militaires? Parce qu'on se souvient bien évidemment de la démission brutale cet été de l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, suite aux coupes sombres d'Emmanuel Macron dans le budget de la défense. Ce sont les relations d'un chef d'État avec des armées. Ça veut dire que les armées lui sont loyales et qu'il est le chef des armées. Et là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Je pense qu'il n'y a vraiment aucun doute à avoir. Après, il n'empêche effectivement qu'il y avait un climat de confiance à restaurer, qui n'est pas seulement celui qui a été rompu au moment de cette affaire budgétaire qui a abouti à la démission du général de Villiers, qui a un climat de confiance qui est abîmé depuis déjà de nombreuses années et qui a été abîmé déjà par des relations difficiles entre les politiques et les militaires. Mais qui chaque année font des coupes dans les budgets. À cause notamment des coupes budgétaires, mais pas seulement, aussi d'un manque de reconnaissance, d'un respect qui n'est pas toujours très présent de la part des politiques envers la parole des militaires. Mais c'est sûr que la démission du général de Villiers a été assez inédite en son genre et a donc marqué un moment important. Cette relation, elle se restaure doucement. C'est sûr que les augmentations budgétaires aident. Il y en a eu ce matin, il a promis 2% voilà, des annonces qui avaient déjà été faites, mais donc qui sont confirmées. Et même si les militaires restent lucides sur le fait que ces augmentations ne suffiront pas complètement à rattraper le retard accumulé au cours des années précédentes. Alors, Emmanuel Macron est revenu ce matin sur le rôle de l'armée, comment assurer notre défense nationale. Je vous propose d'écouter le président. Nous le savons, tout se tient aujourd'hui. Et défendre notre territoire, c'est parfois lutter contre les terroristes qui fomentent les attentats à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Alors, c'est sans fin, ça, on se dit ici. Dès qu'il y a un groupe de terroristes dans le monde, quelque part dans le monde, il faut qu'on intervienne de façon préventive? Il ne faut pas qu'on intervienne systématiquement. C'est des questions de choix politiques, c'est aussi des questions de choix diplomatiques. Évidemment, la France a une ambition politique de défense de sa place dans le monde, et cette défense de sa place dans le monde passe aussi parfois par des interventions militaires, mais pas seulement. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président de la République ce matin a insisté sur le fait qu'une opération militaire seul ne constitue pas un règlement de crise définitif. On voit au Mali le mal qu'on a, ça fait 5 ans qu'on y est. Alors, ça fait 5 ans qu'on y est, il y avait une raison légitime d'y aller, effectivement, mais c'est pour ça qu'effectivement, la France essaye de mettre le paquet sur la montée en puissance du G5 Sahel, de coopération, et ça reste un travail à part entière. Alors, mettre le paquet, on a bien du mal, parce qu'hier, Emmanuel Macron était à Londres, et justement, là, dans le cadre de cette intervention au Mali, le président a dû quémander aux Anglais 3 hélicoptères qui vont bien nous prêter pour qu'on puisse faire le boulot au Mali. On en est là à quémander 3 hélicoptères à nos partenaires. Effectivement, il y a 2 versions de l'histoire. Il y a une version positive qui est de dire, voyez, on coopère avec les Anglais et ça se passe bien, ce qui est une réalité. Et puis il y a aussi l'autre pan de l'histoire qui est de constater qu'effectivement, on a aussi besoin de cette coopération parce qu'on est dans une situation où beaucoup d'hélicoptères ne sont plus en état de voler, beaucoup de véhicules ne sont plus en état de rouler. Et c'est vraiment le symptôme de cette crise budgétaire qui court depuis la professionnalisation. Alors, crise budgétaire, Emmanuel Macron, je le cite, chaque dépense sera évaluée à l'aune de son utilité opérationnelle. Sauf qu'en matière de dissuasion nucléaire, le président a dit ce matin qu'on allait mener des travaux de renouvellement pour les 2 composantes du nucléaire, à la fois sous-marine, puisque la bombe, elle peut partir d'un sous-marin, ou aérien, puisque la bombe nucléaire peut partir d'un avion. Or, je ne suis pas expert, mais il y a beaucoup d'experts qui disent c'est très coûteux d'entretenir les deux et inutile. Au fond, la dissuasion, il suffirait de choisir entre l'avion ou le sous-marin. Je ne suis pas experte non plus, mais trancher définitivement sur l'inutilité du nucléaire est quand même difficile. Non, mais sur l'une des 2 composantes. Voilà, il y a vraiment débat sur les 2 composantes. Il y a une cohérence à défendre les 2. Mais là encore, on voit à quel point la difficulté budgétaire pèse, parce qu'en fait, cet affichage de la restauration des 2 composantes nucléaires, elle va se heurter à une difficulté budgétaire. Parce que maintenir les 2 à un niveau opérationnel réel pose vraiment un problème sur le plan budgétaire. Donc on estime que le nucléaire, c'est peu ou prou 10% du budget de la défense, donc c'est quand même très conséquent. Et le nucléaire, c'est toujours aussi stratégique aujourd'hui, on le disait, là, Emmanuel Macron dit, aujourd'hui, il s'agit d'aller se battre contre des terroristes au Sahel. Bon, le nucléaire, il ne sert à rien, là. Oui, alors c'est le principe du modèle d'armée complet, c'est d'être capable à la fois de se battre contre un groupe terroriste au Sahel dans des modes d'action très ciblés, mais en même temps de pouvoir aussi anticiper aussi des ruptures stratégiques qui peuvent avoir lieu, de nouveaux contextes opérationnels qui peuvent nécessiter d'avoir cette puissance nucléaire. Et puis encore une fois, avoir la puissance nucléaire, c'est aussi garantir parfois de faire baisser les conflits en intensité parce qu'on sait qu'il y a cette menace possible. Alors, on revient sur les coopérations. Emmanuel Macron a promis que l'armée française allait coopérer davantage avec ses voisins. On écoute le président. Mais la coopération, c'est ce qui va nous permettre de nous démultiplier.
C'est non plus ce qui va, contrairement à ce qui a été présenté pendant des années, être la compensation d'une réduction budgétaire ou de format française. Non, c'est ce qui va nous permettre, parce que nous sommes en train de devenir très clairement et nettement l'armée de référence européenne, le meilleur moyen de démultiplier celle-ci dans toutes ses capacités. Juste une toute petite question, nous sommes l'armée de référence européenne ? Ah ben on est la première puissance militaire européenne. Oui. Alors en matière de coopération, on a l'impression que soit on coopère avec les Allemands et pour faire simple les pays de la zone euro, ou soit avec les Britanniques, parce que là, avec les Anglais, il n'y a pas eu de Brexit. Les coopérations sont très fortes sur le terrain militaire. Ce n'est pas exclusif, d'une part. D'autre part, les pays européens sont aussi engagés en novembre dernier à accentuer leur coopération en matière de sécurité et de défense. Donc il y a un chantier qui est lancé. La difficulté sur la coopération européenne, c'est que c'est quelque chose qui est régulièrement affirmé par les chefs d'État et de gouvernement depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, et que pour les militaires, comme pour certains industriels de la défense, il y a toujours une méfiance parce que ça a longtemps servi de cache-sec aux réductions budgétaires, en disant finalement, le budget va diminuer, mais on va coopérer avec nos voisins, donc ça va bien se passer. Et souvent, les projets n'aboutissent pas. Donc c'est un engagement volontariste, dont il faudra voir s'il est vraiment suivi des faits. Alors, autre annonce ce matin, le président a ressorti de son chapeau ce dont il avait parlé pendant la campagne électorale, le service national universel. Il a dit qu'il le fera. Est-ce que vous avez une idée de ce que sera ce service national universel ? Non, puisqu'aucun rapport officiel n'est sorti, même si effectivement on semble glisser progressivement d'une affirmation très ferme du président de la République pendant la campagne sur un projet de service militaire, il avait prononcé les termes, à ce projet de service national qui ressemblerait davantage à un parcours citoyen. Il n'y a plus le mot militaire. La difficulté, c'est de savoir dans quelle mesure on va solliciter les armées pour ce projet, quel qu'il soit. Parce que soit c'est un projet qui a vocation à apprendre aux jeunes Français à porter les armes pour la nation, et il y a une légitimité à ce que les militaires interviennent dans le dispositif, ils sont même les mieux placés pour le faire. Sauf que là, ça va durer un mois, apparemment. Voilà, soit évidemment, on ne s'oriente pas vers cette voie-là, donc on va plutôt aller vers un dispositif de type socio-éducatif à des fins de cohésion nationale et d'intégration, mais alors se pose la question de la légitimité des armées à intervenir et du poids que ferait peser sur leurs épaules un encadrement de ce type de dispositif qui n'est pas militaire. Vous savez ce que beaucoup pensent ? Que l'armée, il n'y avait rien de tel pour remettre dans le droit chemin des jeunes qui pouvaient être tentés par la délinquance. Parce qu'il y a une mythologie du service militaire tel qu'il a existé peu ou prou jusqu'aux années qui ont suivi immédiatement la guerre d'Algérie. En fait, très rapidement, le service militaire a évolué, est devenu un service national et on s'est rendu compte que les militaires étaient très bons pour faire du social à partir du moment où ils faisaient du social pour apprendre à des jeunes garçons, à l'époque, à faire la guerre. À partir du moment où on dissocie cette vocation des militaires qui est le combat de leur rôle social, il y a vraiment un problème de légitimité. Mais sur le fond, vous ne pensez pas que ça peut être une bonne idée, justement, que ça pourrait structurer certains jeunes qui sont en perdition aujourd'hui, que de les réorienter ? Les militaires encadrent déjà des jeunes dans des dispositifs de type socio-éducatif et de réinsertion. C'est le cas pour le service militaire volontaire, par exemple, qui a été lancé, en tout cas très amplifié après 2015 par le président François Hollande. C'est le cas en Outre-mer avec le service militaire adapté, mais ce sont des dispositifs qui sont très marginaux en nombre, d'une part, donc qui mobilisent peu d'effectifs militaires et qui reposent sur la base du volontariat. Et ça fonctionne très bien parce qu'effectivement, il y a un volontariat de la part des jeunes. Il y a vraiment une question qui se pose de savoir si ces dispositifs seraient aussi efficaces s'ils étaient massifiés et obligatoires. Il y a un volontariat de la part des jeunes. Être militaire, c'est une carrière qui fait... Alors, ces jeunes-là s'engagent au service militaire volontaire, non pas pour être militaire, mais pour suivre un parcours de réinsertion professionnelle. C'est encadré par des militaires, mais ça n'a finalement que très peu de connotation militaire. Merci beaucoup, donc Bénédicte Chéron, chercheuse, partenaire Osiris, d'être venue commenter ses premiers vœux présidentiels, enfin d'Emmanuel Macron aux armées. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Décidément, le gouvernement brouille les pistes. Immigration, Notre-Dame-des-Landes, réformes économiques, sur tous ces sujets, l'exécutif est tantôt soutenu par les partis de gauche, tantôt par la droite. C'est dans l'air est intitulé ce soir Macron, Édouard Philippe. Jusqu'ici, tout va bien.